Où t'es, Philippe? La curiosité. Oui, mais il y a des gens, ils savent parler, et d'autres, ils savent pas parler. Voilà, c'est tout. Le pauvre Lionel, bon, bah, il fait ce qu'il peut, quoi. Toujours bien dans le bus d'entendre ça. 7h du matin. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas daté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain Chaud. Ça va aller. Il n'y a ni chaud ni froid, et maintenant t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans A-Show, le podcast cinéma en deux parties. D'abord sans spoiler et puis une deuxième avec spoiler. Nous venons tout juste de sortir de la séance de Beau is Afraid du petit génie de l'horreur Ari Aster. Bonjour, je suis Jean-Baptiste. Bonjour à toi, Mathieu. Bonjour. Et j'attendais que tu prononces mon nom. Mais oui, je fais un peu durer le suspense. Oui, absolument. Le suspense. Et bonjour à toi, Lionel. Moi, tu n'attends pas, moi. Non, il n'y a pas de pause dramatique. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être la ramasser un petit peu. Elle est un peu nulle. Bonsoir JB, bonsoir Mathieu. Bonsoir, Lionel. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce soir, Mathieu. Avec grand plaisir. On t'a fait une petite surprise parce que Oui. tu n'étais pas du tout au courant de Absolument pas. ce qu'on allait voir, de deux, la durée qu'on allait voir. Un film qui dure 7 heures, effectivement, je ne m'y attendais pas. D'accord. Et bien, puisque tu es là, tu fais directement le On a pitch. commencé à midi. Je quoi? Tu fais directement le pitch. Ah, je vais devoir pitcher le Direct, film. tu fais le pitch du C'est film. très chaud, d'accord. Ok, je relève le défi. Alors, papa, on n'a pas de temps là. On n'a pas le Allez, temps, oui, c'est vrai. Pas le on n'a time, pas le time. Du coup, cette histoire se passe dans un pays qui ressemble fortement aux États-Unis, à une époque contemporaine, où on découvre Beau campé par l'imposant Joaquin Phoenix, qui a pris quelques kilos depuis le Joker. Hein, on va pas se mentir. Ça va être très bon comme Joker. pitch. Elle était très bien placée, bravo Jean-Baptiste. Et toujours est-il que Beau, il vit vraiment dans un immeuble qui est absolument délabré, en bas de chez lui, ça arrête pas de gueuler, il y a des morts qui traînent un peu partout, enfin il y a un cadavre qui traîne pendant 3 jours. Pas très beau tout ça. C'est ça. Et lui, eh bien, il galère souvent même à rentrer chez lui, donc il est obligé de se barricader dans son immeuble, sa porte, bref. C'est un peu une flippette. Ça, ouais, on peut le dire, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement anxieux qui prend beaucoup de cachetons. Et il s'avère qu'au début du film, c'est prévu qu'il aille retrouver sa maman qui habite à 6 heures de voiture. Enfin, il décide de prendre l'avion en fait pour aller la retrouver. Et c'est pas ce qui se passe. Au moment où il s'apprête à sortir de chez lui, eh ben, sa valise disparaît, les clés de son appartement disparaissent. Et là, il appelle sa maman pour dire bah écoute maman, je vais pas pouvoir prendre l'avion. Et c'est à ce moment-là que les choses s'enchaînent et que ça devient un peu n'importe quoi. Eh bien, c'est très bien raconté. C'est un gros pitch. Oui, Voilà. c'est le début, donc on spoil vraiment rien. C'est le début C'est du le film. début. Donc on ne spoil rien, donc c'est 2 minutes sur 3h20. Ah, voilà. Donc, ça Est-ce que va. c'est dans la bande-annonce ça? Je ne sais absolument pas, j'ai pas regardé la bande. Non, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, parce que évidemment c'est un podcast, c'est que Jean-Baptiste me faisait des grands signes de la main avec des grands moulinets en mode non, arrête-toi, non, Va à dis pas gauche, plus. va à droite, va Voilà. tout droit. Voilà, Reviens en voilà. arrière. Attention. Donc Merci j'ai regardé et j'ai fait ok, c'est bon, là, maintenant, je peux m'arrêter. Tout à fait, on s'est compris. Absolument. Super. Alors on peut préciser que déjà c'est Ari Aster. Bien Donc, sûr. Ari Aster, c'est le réalisateur, son premier film c'est Hereditary. Donc Et voilà, ça pose les bases. Et voilà. Chef-d'œuvre Et de l'horreur. Midsommar en Et deuxième film. Midsommar, absolument. Beau is Afraid est son 3e film. Pour moi, Ari Aster est un grand maître de l'horreur avec ses 2 premiers films. Un grand nouveau maître de l'horreur. Il y a aussi Joaquin Phoenix. Oui. Et encore, il y a aussi Denis Ménochet, un acteur français que j'apprécie énormément, surtout dans Asbestas. Patti Luponet, Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley. Et est-ce que vous vous souvenez de la blonde qui... Attends, j'essaie de retrouver son nom. La mère. Oui, Grace, Amy Ryan, La mère de que j'adore. Et Amy Ryan, oui, la mère de substitution. Mais je Ou sais la plus fille. Non, c'est la mère de substitution. Je sais plus dans quoi je l'ai vue, mais je la trouve géniale. Enfin, bref. Maintenant, on va partir sur effectivement notre petite rubrique de qu'est-ce que vous avez pensé à chaud. Et ça, je me tourne directement vers Lionel. Parce qu'on connaît déjà un petit peu ton avis. Le mien aussi. On l'a eu dans la voiture. Mais du coup, je me pose la question. Alors, Lionel, quel est ton avis à chaud? Alors moi, ce film, on en avait parlé lors des attentes de 2023. Ouais. Dans notre podcast, allez l'écouter, le bilan de... Jung-Hu. Exactement. Jung-Hu, Oui, exactement. Oui, oui. l'échec Netflixien. C'est là quand j'étais intervenu, effectivement. Vous l'aviez fait en indépendant à côté.
Oui, et toi, on t'a fait un épisode spécial rien que pour toi. Pour moi. Ouais, tu vois, c'est le privilège. Et non, c'était, je pense, un de nos films. Toi et moi, je pense, JB, qui était les plus attendus pour le moment en 2023. Toi, Mathieu, je sais pas, je pense pas. Disons que j'avais pas forcément fait un classement comme vous des films que j'attends particulièrement en 2023, mais j'avais vu le trailer. Donc, très attendu. Très mais attendu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Hype. Et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, en revenant, j'aime bien aller chez le psy, en fait, payer ma séance et parler de ma situation. Là, c'est un peu, c'est que t'arrives dans une salle de cinéma et tu vois une séance de psy, tu payes pour ça, mais c'est pas toi, en fait. C'est juste que c'est celle d'Ari Aster. Tu vois une séance de 3 heures de psy sur Ari Aster. Et ça, c'est, il y a une partie, le film pourrait se diviser en 3 parties, je pense. Oui, ce que vous en pensez. Oui. Et il y a une première partie qui vraiment accroche dès le début. Mhm. On est vraiment bien pris dedans et on a envie de se lancer dedans. Et passer 1 heure, en fait, au bout d'un moment, tu commences un petit peu à te poser des questions. à te dire, oula, où est-ce que je vais? Et pour au final être un peu décontenancé. Donc c'est un film un peu mitigé. Pour le moment, c'est un peu trop à chaud. Je pense que c'est un film qui va demander de la maturation, de la réflexion un petit peu dans le temps, pour un petit peu savoir... Mais à chaud, justement, qu'est-ce qu'il en est? Je m'attendais un peu à ça. Donc je suis pas finalement super déçu, mais mes attentes ne sont pas non plus atteintes. Ne sont pas satisfaites. Donc, déception. Semi-déception, mi-figue, mi-pain au raisin, ça pourrait être... je sais pas. Tu rajoutes un pain au raisin. Pour le moment, je suis un peu... c'est un peu ambigu dans ma tête. Donc je dirais pas non plus que c'est une déception, parce que c'est toujours sympa de voir un film d'Ari Aster, et comme on disait... un film avec des producteurs qui laissent un peu les coups des franges comme ça à leurs auteurs. Mais Non, en fait, il n'y avait pas de producteur sur le film. C'est ce qu'on pourrait supposer, effectivement. Enfin, quoi que si, parce qu'apparemment, le film devait durer 4 heures. Non, il devait durer 7 heures. Il devait durer 7 heures, le film. C'est pas si long, 40 minutes en plus, c'est pas si long. Finalement, c'est pas si long. C'est une mécanique. C'est une broutille, mon cher. Ça va. C'est une petite broutille. Mais non, pour mon cas, non, semi-satisfait, semi-déçu, effectivement. Et Voilà. ok. Et dans la vie générale, la déception, c'est parce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça, ou c'est juste que la forme... Si tu veux qu'on rentre un peu plus dans les détails, oui, c'est qu'on a connu un Ari Aster maître de l'horreur, maître de l'horrifique à travers le non-vu, dans Hereditary, vraiment, où on a vraiment une mise en scène où les choses les plus effrayantes sont celles que l'on voit à travers les yeux des personnages et pas vraiment en frontal, même s'il y en a, hein, bien sûr, hein, on en parlait tout à l'heure. Et Midsommar, ce principe de l'horrifique de jour, jamais dans la nuit, ça c'est un principe que j'ai complètement adhéré, et ça m'a fait beaucoup penser à un film de Christopher Nolan qui s'appelait Insomnia, qui est génial, avec Al Pacino, qui est génial. Et qui est sur le même principe. Et Feu Robin Williams. Ouais, qui joue un psycho génial. Ça se passe en Alaska, il fait toujours jour, effectivement. C'est Alaska ? Oui. La version américaine, oui. Mais en français, ils traduisent autrement. Ouais, mais non, à la base, c'est un remake, en fait. C'est un remake d'un film norvégien ou enfin scandinave. Autant pour moi, d'accord. Et non, de ça, du coup, je m'attendais à peut-être qu'à ce niveau-là, je sais pas si je spoil à ce point-là, mais j'ai pas eu ma dose horrifique à laquelle je m'attendais, quoi. Voilà. Même si je reconnais un certain talent dans Ari Aster, dans sa mise en scène, dans sa caractérisation des personnages, Joaquin Phoenix est très bon. Enfin, franchement, on peut le reconnaître. Il est très énervant, mais il est très bon. Très énervant, effectivement. Mais je pense que c'est voulu, hein, c'est vraiment. Oui, absolument. C'est vraiment une direction artistique voulue. Mais à part ces points-là, il y a un moment où on perd pied. Et peut-être que c'est voulu justement de la part d'Ari Aster, mais pour moi, je perds trop pied à un moment, quoi. Et j'arrive pas à tomber sur mes pattes. Même si je voudrais me laisser aller, ça va trop loin pour que je puisse me laisser aller. Donc voilà un petit peu, sans rentrer dans le détail après du film, qu'on va aborder. Ce qu'on va aborder après. On avait dit qu'on dirait jamais ça. Oui, je sais, mais je me suis autorisé le droit de le faire. Mathieu. Mon cher Mathieu. Alors, par où je vais commencer? Ce que j'aime bien, c'est que quand tu viens, tu viens toujours pour des moments
particulier. Des moments incroyables, parce que vous me faites vivre grâce à vous des grands moments de cinéma. Bon, alors on va pas se mentir, ce soir j'ai pas vécu un grand moment de cinéma, mais bon ça reste tout à fait personnel. Je suis par contre très content de l'avoir vu parce que je peux me faire ma propre opinion. Avec nous surtout. Absolument. Mais alors du coup quand Lionel dit que tu n'as pas eu ta dose horrifique, moi je ne peux pas classer ce film dans une catégorie de film d'horreur. Ça pour moi non, c'est il n'y est pas. catégorique là. Clairement pas. Ça a beau être interdit au moins de 16 ans. Bon, bref, c'est Pour d'autres voilà. raisons, enfin. Ouais, absolument. Donc moi, Au vu des films qu'il a fait précédemment, c'est clair que c'est pas à C'est ce ça. niveau-là, quoi. c'est ça. Donc moi j'avais juste vu le trailer, donc je trouvais le trailer très emballant. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était un peu foutraque, qui partait un peu effectivement dans tous les sens, mais que c'était très dynamique. Le dynamisme pour moi s'est arrêté effectivement au bout d'une heure. Après il y en avait plus, donc j'ai trouvé le temps très long. Vraiment. Tout le monde, je pense que même pour ceux qui Mais l'ont aimé. ça, il n'empêche que bien sûr la réalisation elle est là, la qualité je veux dire de la mise en scène, la qualité de jeu des acteurs, il y a absolument je trouve rien à redire là-dessus, si ce n'est je trouve bon on y reviendra après dans la partie spoil, même dans les seconds voilà. rôles, hein. Ils sont pas certains je trouve sont un petit peu enfin la mère de Beau dans le film, bon, moi je trouve qu'elle est un petit peu en dessous, mais bon, soit ça c'est aussi pareil, c'est quelque chose qui est assez personnel. Donc du coup, il ressort que moi j'ai vraiment été déçu. Voilà, je vais pas dire que je suis mi-figue ou mi-pain au raisin chocolat, ce que tu veux. Moi, j'ai vraiment été déçu, quoi. Ouais, j'ai vraiment été déçu. J'ai plusieurs fois regardé ma montre. Et Pas ça, plusieurs fois. Voilà. Tout le temps. Pas tout le temps, mais j'ai Quelle regardé plusieurs manière fois. délicate de ne pas dire ton téléphone portable que tu as allumé dans la salle devant Alors, tout le monde. on dit GSM en Belgique déjà, C'est on ne vrai, dit c'est pas vrai. téléphone portable, s'il te C'est plaît. vrai, Merci beaucoup. Mais non, Des effectivement, excuses, j'ai pas pris mon pied, quoi. Quand bien même, c'est vrai que j'avais vraiment tellement vécu des expériences cinématographiques en allant voir, surtout Midsommar au cinéma, et je pense que Lionel s'en souvient puisque on l'avait vu ensemble, que là, Je n'étais pas là. je sais Jean-Baptiste, Heureusement je pour sais. toi, ce jour-là, heureusement pour toi. C'est une plaie toujours ouverte, je le sais, ça, Jean-Baptiste. Couteau dans le cœur. mais Poignard là, dans le cœur. mais là, non, j'avoue, la magie n'a absolument pas opéré et j'ai trouvé qu'il se perdait. J'ai trouvé que c'était grotesque par moments. Enfin, même si, comme tu le dis aussi, Lionel, il y a évidemment des sous-couches. Il y a énormément de choses qui sont entre les lignes, je dirais. Comment que probablement un deuxième visionnage permettrait de comprendre. Deuxième visionnage, je ne sais pas. 30e visionnage permettrait de comprendre. Pardon. Non. Mais voilà. Besoin d'un deuxième visionnage. Moi, j'ai été vraiment un petit peu. Je me suis dit pendant le film que je regardais pas vraiment un film d'Ari Aster, mais plutôt un film de David Lynch un peu barré. Voilà. C'est Mais ça mon. Qu'est-ce qui t'a déçu par rapport à la bande-annonce? Non, alors j'ai pas fait de comparaison finalement vraiment avec la bande-annonce. Qu'est-ce qui disons t'était que vendu? moi, ce qui m'a été vendu dans la bande-annonce, c'est quelque chose qui était très dynamique, qui partait dans des univers qui étaient hyper foisonnants. Il y a effectivement des moments où c'est très varié en termes d'environnement, mais c'est plombé par la lenteur de la mise en scène. C'est ça qui finalement moi m'a vraiment. Alors j'aime bien quand il y a des moments où on prend le temps, où on a des longs travelling, ou même des plans fixes, etc. Là, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément. Non, ça m'a vraiment gêné, quoi. Donc j'irai pas jusqu'à dire que je me suis endormi dans le film, quand même pas. Mais j'ai trouvé que ça manquait clairement de punch, quoi. Ouais, je trouve. Clairement. Clairement, on peut dire que pour toi, ça a été une expérience de voir ce film. Ouais. Si je peux me permettre, pour moi, à chaque fois de voir un film d'Ari Aster avec toi, c'est aussi une expérience pour moi. Car la dernière fois, Midsommar, pour le coup, c'était horrifique, ça faisait bien flipper. Je l'ai bien senti, et c'est pas forcément le film qui me faisait peur des fois. Et il y en a un qui a beaucoup crié. Mais c'est bien, j'avais une petite écharpe et donc je me planquais derrière à chaque fois qu'il y avait des os Mais ça qui laissait sortaient passer des genoux et ça tout laissait passer le son. Et Ouais, ça, ouais, c'est ouais, pas ouais, ça. ouais. Pareil, j'étais pas là. Et là, pour le coup, c'est pas tant que t'avais peur, effectivement, c'est plutôt que t'en avais marre. Et du coup, il y a eu la dernière partie où ça a été. C'était chaud. C'était chaud pour toi. Ça se sentait que c'était chaud. Je pour toi. soufflais beaucoup, effectivement. Je faisais un peu de la Il y a eu un ventilation pour long les. soufflement au moment d'une minute. Je sais pas les comment t'as gens, fait. ouais. Encore du monde. Ça a été un. Il y a mec des fitness qui est venu. plus. Ils sont venus prendre ton pouls un moment. Est-ce qu'il est mort? Non, c'était horrible. It was horrible. Donc voilà. Et Jean-Baptiste, Et à toi, ton tour. JB? Parce qu'il faut savoir que JB, ça fait maintenant une demi-heure qu'on attend son avis.
Oui, j'ai pris Lâche cette, rien. Ah, c'est vrai qu'il ne dit rien en off. j'ai pris ce Le pli public est à l'affût. Notre public, ouais. Ouais. Le public s'en bat les couilles. Ouh. Alors, j'ai adoré et détesté en même temps. Oh non, tu peux Il pas a dire été ça. capable tu peux de pas faire dire les ça. deux, quoi. peux le Oh dire, là tu là peux pas là dire ça. là. Non. Ah si, c'est faut trancher. Il y a du très très bon, il y a du pas mauvais mais du très très chiant qui du coup c'est Mon le Dieu, coulis de oui. chocolat qui est en trop sur le dessert. Et du Moi, coup, je reprends toujours du coulis, moi. ouais, ça devient indigeste. Et t'as bien raison, mais parfois c'est un peu trop. Quand t'as déjà une couche de banane, quand t'as déjà une couche de myrtille, quand t'as déjà une couche de glace stracciatella, et donc du coup tu en as trop dans le ventre, t'as trop dans les yeux. Par contre, il y a toutes les interrogations, cette grosse séance de psychanalyse en fait à ciel ouvert, j'ai trouvé intéressante. Après, je n'ai pas du tout retrouvé le Ari Aster que j'adore, vraiment pour moi qui est Hérédité et Midsommar, qui sont, excuse-moi, c'est moi qui te fais du pied, qui sont vraiment pour moi du génie. C'est vraiment c'est des films quasiment parfaits. Il y a des petits trucs que je peux reprocher à Hérédité. J'ai vu récemment parce que je suis comme remis dans le cycle à Ari Aster. Et tu sens que c'est le film qu'il a voulu faire depuis effectivement très longtemps. Et au final, il y a personne de chez A24 qui lui a dit, écoute, là, faut couper. Donc, il a vraiment tout mis. C'est beaucoup trop psychanalytique. C'est Oedipe, Oedipe 101, vraiment hyper trop évident, trop obvious. C'est pas très subtil par rapport à ça. Il y a un côté aussi, je trouve, trop freudien. Ces problèmes qu'il a avec sa mère. Ce personnage de Joaquin Phoenix qui est intéressant au début et qui devient vraiment pénible à la fin. Parce que Qu'est-ce que j'ai eu envie de le secouer. Mais oui, il reste toujours sur saoulé, quelque chose de très monocorde dans son jeu. On revient un peu sur ce côté un peu torturé à la Joker. Et je trouve qu'au final, autant la première heure, on rentre vraiment dans cet univers dans cette Amérique qui n'existe pas en fait, et où tout est fantasmé, où tout sort de son psyché. Non, pas tant que ça, mais oui, je comprends. Parce que Beau is afraid, vraiment, tu dis Beau a peur, tu vois. Quand on voit dans l'environnement dans lequel il vit au début du film. Non, mais justement, parce que l'environnement, pour moi, c'est quelque chose qui se crée mentalement, que rien n'existe. Enfin, tout est. En fait, je trouve qu'il réussit ce que Aronofsky n'a pas réussi à faire avec Mother, que j'ai trouvé insupportable et imbitable. Ici, il arrive à le réussir. Et il y a le côté, par contre, parfois, au début, très pénible sur la mise en scène, où on voit vraiment la mise en scène des choses. On voit beaucoup de figurants. On a un côté très Fellini, très Roma, Amarcord, où ça part dans tous les sens. C'est opulent, c'est burlesque. Notamment une scène au plein milieu du film. On est vraiment sur du Fellini. Mais... Pardon, je meurs. Et donc, en fait, je trouve que là, c'est... je meurs vraiment, en fait, excusez-moi. Prenez un chewing-gum. Voilà, donc je suis à peu près mort. Et donc, du coup, il y a un côté vraiment trop mise en scène. Et je trouve que, bon, là, Ari Aster, pour moi, il m'a montré un film totalement différent de ce qu'il a montré dans les deux premiers. Ce que je peux comprendre, mais il m'a perdu sur ce côté horrifique. Enfin, il y en a pas, quoi. Si, il y a des touches. Il y a des pointes. Il y a des touches. Il y a des touches qui viennent comme ça, mais pas forcément qui viennent pour le des effets de propos. style, en fait. Même quand c'est annoncé, finalement, ça vient pas, quoi. Non, c'est pas poussé comme il a pu l'expérimenter sur ses films précédents, quoi. C'est clair que c'est quelque chose, tu sens que leur limite, il l'a maîtrisé avant, là, il l'utilise juste pour des effets stylistiques un petit peu. Voilà, c'est stylistique. C'est exactement. C'est un peu sa marque de fabrique, il sait qu'on fait ça. Et alors que Midsommar, l'horreur venait à des moments, mais c'était choc, ça servait la narration du film. Enfin, on spoil un petit peu Midsommar, mais le sacrifice des vieux, et cette violence, elle est importante et elle est formatrice pour le passage, notre empathie par rapport à l'héroïne. Et même dans la construction des personnages, c'est important ce moment-là. Parce que là, il y a une décision qui se prend chez eux, en fait. Voilà, l'acceptation, au niveau de la moralité, au niveau de leur morale, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Et ce qui était génial dans Midsommar, c'est que dès le début, tu as une tapisserie, tu vois tout le film. Ça, faut le savoir. Oui, mais c'est quand même obvious, en fait. On pourrait supposer que dans ce film-là, il y a aussi un moment comme ça aussi. Il y a des passages, oui, mais on est beaucoup trop sur le psyché. En fait, j'ai beaucoup pensé à Inherent Vice avec Joaquin Phoenix aussi, de Paul Thomas Anderson. Et pour moi, il a essayé de faire un peu du Paul Thomas Anderson.
teinté de Aronofsky et de Fellini dedans. Et de Lynch. Aronofsky. Moi, je rejoins Oui, Mathieu sur le côté Lynchien mais quand même. pour moi, c'est le Ouais, chaînon à fond. manquant entre Lynch et Wes Anderson. Parce que c'est de l'anti-Wes Anderson. Parce qu'il y a ce côté, il n'a pas du tout ce côté maniériste de Wes Anderson, mais il a ce côté très, très mise en scène. Au début, ça tape à l'œil, quoi. Et c'est pénible. En fait, vraiment, tu vois, rien n'est réaliste, en fait. Tu sens vraiment les figurants qui sont dans ces moments où tu sens vraiment le coup de grue du réalisateur qui est sur sa grue et qui fait action, manivelle, machin. Et donc, du coup, tu as tout ce délire-là où il n'y a rien de fluide et organique. Et du coup, moi, ça m'a gêné. Mais en même temps, je suis heureux parce que tout le moitié... Putain, mais je meurs vraiment. Bois de l'eau. Pardon. Tout le début, je me disais, putain, mais c'est vraiment l'anti-Wes Anderson. Paul Thomas Anderson. Non, Paul, Wes Anderson. Paul Wes Anderson. Non, Paul Wes Anderson, celui qui a fait les. Non, Evil tu Dead. confonds. Ah, tu parles de Wes Anderson. Non, qui je a parle fait- de Wes de Anderson, Wes Anderson. qui c'est L'île des chiens, ouais, comment, The entre Dog, autres. Moonrise Kingdom que j'adore. Ouais. La famille Tenenbaum, regardez-le. il est Family génial. Tenenbaum. Il y a Zissou aussi. Zizou. Budapest Grand Hotel. Il a fait une bio sur Zizou. Non, c'est trop bien. la parodie de Commandant Cousteau. Vous avez vu Ah, d'ailleurs Aquatic Life. Aquatic Life, ouais. Aquatic Life. Et vous avez vu d'ailleurs la parodie de Star Wars version Wes Anderson? Oui, Ils les circulent sur photos net. sur Midjourney sont Ouais. avec Faye Midjourney, c'est excellent. Merci Pas mal. Morgane qui était de passage dans le public, Ciao Morgan. qui n'a pas voulu voir Boy vs. Fred. Et je trouve que il y a deux Anderson et il est entre les deux. Et là, je pense qu'il a un peu pris le maniérisme de Anderson sur le début du film. Après, on part plus sur du Paul Thomas Anderson avec Inherent Vice. Joaquin Phoenix voilà, n'est pas anodin dans ses choix. Mais au final, on s'y perd, quoi. Sur les 3h20 théoriques du film, je trouve qu'il y a des moments, des fulgurances, et puis des moments, des grandes platitudes. Et il y a juste des moments très artificiels qui te remettent dans le récit. Mhm. Et toute l'empathie qu'on a avec Joaquin Phoenix au début, Beau. bah, avec Beau, on la perd assez rapidement. Moi, je l'ai Et pas trouvé émouvant, du coup. non, et du coup, il est plus émouvant. Et en fait, ce côté de Candide, qui est ce personnage Candide, vraiment très voltairien, où il est là, il est dans le monde, il explore le monde. Bon, pour moi, il est pas du tout candide. Hein. Il est quand même hyper esclave de ses peurs et de ses névroses qui le bouffe de complètement. A à Z dans le film. Ah oui, ok. Donc, ouais. Mais à qu'on ce lui a niveau-là, je inculqué. trouve pas. Oui, bien sûr, mais je trouve. C'est le côté je trouve freudien. pas. Ouais. Complètement. Ouais. On y Mais revient. je suis d'accord avec. Il y a effectivement, comme tu le dis, il y a des fulgurances dans le film. Il y a des choses qui ont été, je veux dire, audacieuses. Notamment, il y a le. Enfin bon, bref, ça c'est dans la partie spoiler. Ouais. Peut-être qu'on va en parler. Donc je vais pas m'épancher plus sur le sujet. Mais non, il y a tout n'est absolument pas acheté dans le film. Mais Moi, pour moi, c'est vraiment trop le foutoir, quoi. Bah, c'est trop le foutoir. Et moi, ce qui m'a un peu déçu au niveau du traitement, c'est que très rapidement, tu comprends un petit peu que ça va être une psychanalyse de Harry Astor lui-même, en fait, à travers son film, à travers le Tout à personnage fait, de ouais. Beau. Et c'est passer la première partie, en fait, ça devient trop évident. Et du coup, en fait, le personnage de Beau, tu le perds, en fait. Tu le perds de vue. Et quand tu comprends ça, tu l'as compris avant, mais quand ça devient, comme tu l'as dit tout à l'heure, JB, justement, très justement, que ça devient à la limite un peu trop frontal, un peu trop explicite pour le spectateur. Et ça, il n'y a pas plus boring que ça, quoi, de faire des trucs pareils. Et pourtant, lui, on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais où il est en train par image et par dialogue, t'expliquer clairement ce que tu dois comprendre à ce moment-là, il veut te faire comprendre ce que lui veut te montrer, ça devient ridicule. Et là, tu te dis, ah non, mais là, c'est carrément un réacteur qui nous parle, quoi, en fait. Et moi, ça m'a perdu à ce moment-là. Je trouvais ça dommage. Complètement. Et en même temps, je trouve aussi qu'il y a vraiment un récit filmique, un récit de cinéma. C'est vraiment un récit picaresque, où on a une aventure où, en fait, il y a des moments, j'ai vu même du Orange Mécanique de Kubrick. J'ai vu on va citer la référence plus tard, mais j'ai vu ça. J'ai vu aussi une énorme référence au Magicien d'Oz. Oui. Tout le long, mais vraiment tout. Exact, oui. Tout le long, pour moi, c'est le Magicien d'Oz. Et étrangement, il y a aussi un passage dans la forêt dans ce film qui m'a fait penser à Artificial Intelligence de AI de Spielberg AI de Spielberg, ouais. sur un scénario de Kubrick, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est le projet de Kubrick que Spielberg a repris, et que j'avais étrangement bien aimé à l'époque quand je l'avais vu au cinéma, et que tous les potes avec qui j'étais allé avaient détesté, mais je sais pas, il y a quelque chose qui passait, et je trouvais cette ambiance de AI dans ce film.
Je l'ai pas ressenti. Mais j'ai pas revu AI depuis très Ouais. longtemps. Mais c'est intéressant toutes les références que tu cites parce que lui-même, un petit peu lors de différentes interviews, il a pu un peu donner son avis sur qu'est-ce qui a pu l'influencer, comment est-ce qu'il voyait son film. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il ne cite aucun des films, aucun des styles dont tu viens de parler. Ah oui, ouais. Pour lui, en fait, lors d'une interview, il a dit apparemment que pour lui, c'était un peu son Seigneur des Anneaux juif. Son film, Boys of Fred. Ok. Mais Ouais, c'est je un vois- personnage qui va juste chez sa mère, en fait. Quoi. Je vois où il veut venir justement par rapport à ça. Ouais. Parcours, une quête initiatique, Je sais pas si c'est vraiment initiatique. Bon, si, d'une certaine façon, il essaie je crois, de faire face à ses peurs et de les dépasser. Ouais, mais Voilà. la fin, justement, pour moi, je rejoins JB, t'as raison. La fin, pour moi, justement, n'est pas initiatique du tout. Non, tu vois, on est plus sur ce côté de. Enfin, Quoique si. Voilà, c'est typiquement le genre de choses où il faut me laisser un peu du temps pour y réfléchir. oui, Pour même moi, en fait, je suis pas clair avec moi-même. Est-ce que c'est initiatique ou pas pour lui, enfin, du moins pour Beau? Non, parce que pour moi, il est déjà formé. Enfin, je veux dire, c'est un récit d'émancipation, peut-être plutôt, que initiatique. Exact. Oui. Bien vu. Mm. C'est vrai. C'est- Une sorte de rite initiatique d'émancipation. Oui, Ça marche pas, ça, c'est sûr, on peut c'est sûr pas, on peut le pas. passage à l'âge adulte. C'est très oedipien, c'est le passage à l'âge Ouais, adulte. Et enfin voilà. En tout cas, je pense que là, on va clore la partie Oui, bien sans sûr. spoiler, parce qu'on arrive vraiment à des moments où on doit parler de spoil. Voilà. Donc au final, quand même, c'est 2 bofs et un non. C'est un très très gros bof. Un bof mitigé. Mais moi, c'est pas un ouais. bof en fait. Moi, c'est un bof plus. Hein, Moi, j'ai quand même pris du plaisir. Je tiens à dire, j'ai pris du plaisir pendant ces 3 heures, même si je me suis fait chier royalement à des moments. J'ai pris du plaisir tout le temps en fait. Ah oui, moi aussi, effectivement. Parce que Donc- une chose qu'on peut reconnaître dans ce film, c'est qu'on découvre qu'Ari Aster a de l'humour. C'est de l'expérimentation et oui, c'est très drôle. C'est Alors, très drôle. Très très drôle. C'était déjà présent un petit peu dans Midsommar. Mais pas cette façon-là. Il y a des scènes qui sont très cocasses dans Midsommar. Ouais, c'est Cocasse. c'est vrai Ah, que c'est si. des mises en situation Très tout le temps. cocasse, C'est mais pas c'est- forcément. Si. C'est toujours de la mise en situation en fait avec Ari Aster au niveau de son humour. Ouais, mais en même temps, enfin, c'est beaucoup d'humour de réaction et c'est la façon dont les choses se passent qui, du coup, devient drôle. C'est parce qu'il y a aussi une surenchère Ouais. what the fuck Mm. qui va apporter la drôlitude qu'il n'y a pas dans Midsommar et encore moins dans Hérédité. Ici, Non. ici, les gens rigolaient et nous avons ri aussi, On avait une salle très rieuse, effectivement. Mhm. qui était hyper Très réactive et hyper en corps avec le film d'Ari Aster. Je pense que c'était une salle qui était une petite salle bondée, qui était un très bon public. Ouais, c'était des gens Qui étaient acquis à la cause de connaissaient Ari Aster certainement. Ouais, je pense. Non, vraiment. Et je trouve que la place de l'humour est très intéressante et parfois permettait de désamorcer et de faire avancer le récit. Je trouvais. Ah, c'est son nouveau truc en fait pour avancer le récit maintenant. C'est- Peut-être il fera le nouveau Dumb and Dumber la prochaine fois. Mhm. À la suite. Ce serait bien. Le 4e. Eh bien, on arrête là la partie sans spoiler. Et maintenant, petit jingle buccal de Lionel pour la partie avec spoiler. Touloulou, 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 touloulou. No, you've been healing so quickly. And no organs were hit, and your bleeding was really mild. What this is a room is. This is a room in our house, but it's your home for as long as you need. My name's Grace. Oh, this is Roger. This is my husband. Hey, Kai. Welcome back. Thought you'd sleep in, huh? Roger's a very respected surgeon. He's the one who dressed and treated your wounds. You're a lucky man. What was this? That's my little assistant health monitor. Keeps track of your condition. Et nous voilà dans la partie avec spoiler maintenant. Oh mon dieu. Eh, vous m'écoutez pas, les gars. Hein. Si, C'est la parce partie que je suis en train de spoiler. mourir 3 fois pendant le podcast que. Tu pourrais C'est la mourir qu'on le verrait partie même pas. avec spoiler. On peut raconter plein de trucs. Ouais, on peut raconter plein de trucs. Et moi, j'ai envie de commencer par justement cette. Raconter en détail par rapport au début. Enfin, en détail, je vais pas trop faire long. Hein, je Non. te préviens, Mathieu. Non. Je te. Voilà. Oui. Non, Quand mais quand tu vois son pitch à lui, ça aurait pu durer une heure. ouais, c'est clair. C'est que, en fait, pour moi, tout est dans sa tête.
tout, tu vois, le fait qu'il y a le bordel partout dans la rue, que ce soit le fait que les gens envahissent son appart, qu'il se fait voler les affaires, tout pour moi est fantasmé. Et moi, ma théorie est qu'on est resté que dans le fauteuil du psy. Et qu'en fait, c'est comme Dorothy. Je comprenais pas Dorothée, effectivement. Non, Dorothy. Dorothy, qui en fait est emportée par la tornade, l'ouragan, et qui arrive dans le monde magique d'Oz, qui doit faire ce parcours d'émancipation, parce que pour moi, c'est pas une quête initiatique, le magicien d'Oz, c'est l'émancipation, c'est pour ça que j'en ai parlé avant. Et que justement, en fait, au final, tout le monde de Oz est tenu par le magicien. Et en fait, à la fin d'Oz, il rencontre le magicien, en fait, on se rend compte que c'est un usurpateur, que c'est un guignol, que c'est quelqu'un qui est un usurpateur. C'est une grosse maltringue. Voilà. Et là, c'est pareil avec la mère, où en fait, la mère, on apprend il peut pas y aller, parce qu'il soi-disant, il se fait voler les clés de son appart et ses affaires. Donc, du coup, en gros, la mère lui fait un putain de chantage affectif et joue sur sa culpabilité. Et pour au final, à la fin, se retrouver sur le fait que, en fait, la mère, elle est toujours vivante. Donc, tu vois, c'est le principe, le parallèle avec le magicien d'Oz, où, en fait, le magicien, c'est un menteur. Et aussi, un truc très important, c'est que pendant la séance de psychothérapie qu'on voit, qui est d'ailleurs très, très drôle, le psychothérapeute, enfin, le psychiatre plutôt, lui, il note une chose. Guilty, culpabilité. Coupable. Enfin, la culpabilité, bien sûr, pour moi, c'est tout et du coup, il donne des médicaments, des nouveaux médicaments à Joaquin Phoenix. Et à partir de ce moment-là, quand il prend ces médicaments, tout devient justement, la réalité devient complètement faussée. Tu penses ? Ah oui, toute ça. Regarde quand il doit chercher de l'eau, parce qu'en fait, le psychiatre lui dit. Ouais, mais le cadre fou dans lequel il vit, tout est irréel. Il est déjà installé avant qu'il aille voir. Oui, mais son appart, il est immense. Son appart, il est vraiment beaucoup trop grand pour l'endroit où c'est. Ouais. La rue, il se passe 10 000 choses. Il y a un cadavre qui reste 3 jours dehors. Tout est surnaturel dehors. Tu vois, il y a des gens qui crient, il y a des meurtres, il y a des machins qui se font en live. Tout ça est hors du temps pour moi, c'est quelque chose qui se met mentalement, c'est son univers mental qui est complètement pas psychopathe, mais il est complètement été retourné le cerveau par sa mère qui l'a surcouvé étant gamin, avec plein de problèmes de frustration, de frustration sexuelle, parce qu'on a justement le fait tout le temps culpabiliser. S'il fait l'amour, en fait il meurt comme son père. Son père est mort à cause d'un souffle au cœur. À cause, en ayant un orgasme et en donnant, et en fait, au final, en transmettant la vie. Et que du coup, lui, là, ses couilles remplies. Et donc, du coup, il est frustré, pour parler crûment. Mais que du coup, moi, tout, rien que le début, toute la première heure qui est complètement abracadabrante et que la réalité est plus que réelle, pour moi, c'est tout dans sa tête. Donc du coup, tu partirais sur un peu une idée de scénario qui se rapprocherait de celle de... Non, moi je pensais plus à Mulholland Drive, puisque Mulholland Drive est... Non, on n'est pas dans du rêve, on est dans une séance de psy. Oui, mais non, je sais, je suis pas en train de te dire que c'est un rêve, je suis en train de te dire que le concept serait à peu près le même. C'est-à-dire qu'on démarrerait un film où on se dit dans Mulholland Drive on comprend pas tout et en fait on se dit ah ouais en fait non mais à partir du moment où elle rentre dans la limousine, boum, c'est dans le rêve. Donc ça c'est une interprétation. On voit le moment où elle se pose sur l'oreiller. C'est juste pour faire le parallèle entre toi qui considère que l'entièreté du film qui nous est montré n'est qu'une seule et même séance chez Psy. Oui. Parce que et la fin le justifie totalement parce que tu as ce jugement, tu vois, ce tribunal. De jugement, c'est vraiment c'est la culpabilité, tu vois, que lui-même, en fait, il s'auto-juge, quoi. Moi, si je suis ton raisonnement, j'ai beaucoup parlé. Non, mais je trouve ça intéressant et en suivant ton raisonnement, du coup, ça explique certaines choses à laquelle je pensais après le film. Par exemple, il y a cette scène où il va chercher de l'eau, effectivement, après avoir pris son médicament, où il doit le prendre impérativement avec de l'eau. Et tu as une scène très apocalyptique quand il observe, en fait, les gens de la rue qui rentrent dans l'immeuble. Et quand la porte se ferme et qu'il voit en fait ces gens qui vont à l'ascenseur, on dirait vraiment en fait une marche de zombies, de Dead Bodies à la Walking Dead. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis même dit, mais est-ce que c'est dans sa tête ? Parce que ça paraît tellement irréel en fait ce qu'il voit à ce moment-là, comment ça se passe, que ça en rejoindrait un petit peu, ça rejoindrait un petit peu ta théorie, JB, où tout est dans sa tête et que du coup en fait il est complètement mindfucké en fait quoi. Tout ce qui commence à l'entourer commence à partir en couille. En fait, ce qu'il voit n'est que la représentation du bordel dans sa tête.
Et du coup, j'imagine peut-être du bordel dans la tête d'Ari Aster. Comme dans Mother. Comme dans Mother, où ça part, tout est en roue libre totale, et il n'a plus le contrôle de rien. Et c'est vrai que ça pourrait expliquer ça. Alors, est-ce que c'est des choses qu'il voit ? On n'a pas vraiment l'impression. Il a l'air de bien se faire écraser par une bagnole quand même. Donc, Quand même. Et de souffrir, et de se faire planter. Mais ça peut être par contre une retranscription de ce que Ari Aster lui ressent dans sa tête, où c'est vraiment quand il a été, peut-être que quand il est parti de chez lui, en fait, ça a été le gros mindfuck dans sa tête. Après, quand il s'est retrouvé à devoir penser par lui-même, parce que si on comprend bien, donc il est juif, hein, et de ce qu'il explique, oui, il a certainement qu'il a une relation avec sa mère très compliquée, peut-être une mère possessive, hein, si on lit un peu entre les lignes de ce qu'il dit à travers son film, à travers les interviews, on comprend que le mec a été, comme tu dis, complètement un petit peu oppressé par sa mère. Donc certainement que ces effets-là, ça se ressent dès si tu te retrouves tout seul après, ça twist. Et peut-être que c'est ça qu'il peut montrer. Je sais pas. Ouais, c'est intéressant, je vais y réfléchir. Tiens. Mais et donc du coup, continuons la partie avec spoiler. Exact. Mais c'est intéressant. Effectivement, je pense qu'il a. J'arrête pas de dire effectivement. C'est un long mot. Oui. Et je pense qu'il doit vraiment régler quelque chose avec sa mère. Ça, c'est sûr. Non, le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, il va tirer sur ces différentes scènes, ces différentes approches en fait de sa psychologie. Et à chaque fois, il va te montrer quelque chose, tu vas dire ah ok, ça j'ai compris comment ça se passe, mais il va commencer à te tirer. En longueur. Et c'est peut-être ça qui est dommage, et c'est là où on commence à se lasser. Alors la première heure, ça passe parce qu'il y a quand même de l'action. Dans la ville, ça bouge. Ouais. Court. Le mec finit quand même à poil à courir dans la rue. Non, le début c'est mouvementé, mais justement, on s'attendait à ce que ça continue et que ça ne s'arrête pas au bout d'une heure. Il y a quand même la scène terrible où il revient chez lui après s'être fait complètement dévaster son appartement par les crackheads, on va dire ça comme ça, hein, et qui va prendre son bain. Elle est complètement folle cette scène, quoi. Avec le mec au plafond. Le mec est resté accroché au plafond pendant au-dessus de la... Comment c'est possible Mais là, justement, je prends. Comment c'est possible ? C'est pas grave. Comment ça ? Qu'il le fasse pas encore là. Qu'il soit encore là, comme dans il se planquait des autres gars, voilà, il s'est mis là et tout. Et donc, mais le mec, ça veut dire que ça fait une journée qu'il est accroché au plafond comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est la beauté du cinéma, c'est la beauté de l'ellipse. Voilà, c'est génial. Ça sert à plein de trucs. D'ailleurs, c'est vrai que l'eau, je me suis posé la question de savoir à quel point l'eau est présente dans le film. C'est les techniciens d'Avatar 2 en fait, qui ont travaillé sur le film. C'est le liquide abiotique. Il y a ça, effectivement. Il y a ça, mais il y a peut-être aussi autre chose. Je sais pas, peut-être un autre symbole aussi, pour lequel malheureusement j'ai pas d'autre interprétation. Je vais revenir en parlant de liquide abiotique. Oui, bien sûr. Bien sûr. La première scène est juste hallucinante. Tu comprends assez rapidement quand même. Là encore, il te fait traîner, mais très vite tu comprends en fait. Tu comprends très vite et c'est juste. En fait, tu comprends, je crois que la première parole un peu intelligible où tu entends juste pousser. Ouais. Et donc, c'est un accouchement qui est vécu de l'intérieur. De l'intérieur. C'est une première. Et donc, c'est vraiment intéressant et c'est pas du tout cliché, en fait, je dirais. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est là où c'est très freudien, parce que justement, les premiers mots qu'on entend, c'est la mère qui est hystérique et qui hurle et qui dit vous avez tué mon enfant, il respire pas, il crie pas. On pourrait même supposer qu'il est mort, en fait. L'espace d'un instant, on pourrait supposer qu'il est mort. Ben non, vu qu'on voit sa vision et qu'on sait que sa vision, si on est au courant de voir qu'on sait que ce qu'on voit est ce qu'il voit. Ouais. Donc du coup, on se doute qu'il n'est pas mort, mais qu'il prend juste un peu de temps et qu'il y a une bonne tape aux fesses. Et c'est reparti. C'est reparti à la vie. Mais c'est intéressant parce que cette structure en 3 actes, enfin même, je dirais pas 3 actes, je dirais même 4 actes. Alors vas-y, explique-nous un petit peu. Parce qu'il y a la partie ville, il y a la partie où il se fait renverser, il se fait récupérer par ce couple très bizarre. Qui effectivement n'a pas pu passer outre la mort de leur fils. J'ai une théorie sur eux. Et tu vas la dire justement. C'est le côté Orange Mécanique. Oui, enfermé dans la maison, effectivement, où il est récupéré par ce couple qu'il a agressé dans le passé. Très gentils, très serviables, qui veulent que du bien et qui en fait ils veulent juste un enfant de remplacement. Oui. Mais complètement taré. Non, c'est que ces gens-là en fait travaillent pour sa mère. Ah mais oui. Le mec en fait, le moustachu travaille pour sa mère. Donc c'est ça qui est tordu en fait. C'est là où j'arrive pas encore à faire les liens, mais sur la photo, quand il est à la maison de sa mère et qu'il regarde la photo de sa mère avec qui est composée en fait de milliers de photos de ses employés. Déjà on voit la meuf dont il est amoureux et on voit ce mec avec la moustache qui est juste au-dessus. Donc ça veut dire que ce mec-là est susceptible de connaître Beau en fait. Et est-ce que en fait là moi c'est ma
théorie tordue, mais c'est la première que j'ai, mais parce que voilà, c'est un peu c'est les éléments mis bout à bout et ça n'a pas vraiment de sens. Mais est-ce que sa mère est tellement manipulatrice qu'elle a même tout manigancé pour que son fils ne vienne pas la voir, pour se justifier en fait à elle-même. En fait, on sent que cette mère, elle a une haine irraisonnée contre son film et contre son fils. Elle n'est pas irraisonnée parce que son fils est celui qui a tué son mari. Ouais, oui, donc elle est, oui, il y a une raison effectivement. Alors que attendez, comment ça, elle a tué le mari? Mais dans le sens que la naissance de l'enfant a provoqué la mort. Mais ça, c'est ce qui est dit. Et c'est qui dans le grenier d'après vous? Oui, mais le mec n'est plus humain, c'est devenu. Mais non, à côté, à gauche, il y a un gars. C'est le frère. Alors c'est ça qu'on va devoir parler après, on va devoir en parler après. Ça ressemble pas au père pour moi, ça. Non, pour moi c'est pas le père, mais pour moi c'est. C'est qui? De toute façon, il n'est pas déterminé. Pour moi c'est un frère en fait, c'est un frère jumeau. Entre guillemets. Là, c'est chacun sa théorie. Non, mais c'est même pas le frère jumeau, c'est son fantasme, c'est son surmoi entre guillemets qui est caché parce qu'elle lui dit c'est pas un cauchemar, c'est un souvenir. Exact. Elle lui dit ça. Oui, lui souvenir. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui a vraiment existé. Le souvenir de retourner dans le placard, mais donc c'est lui prisonnier, et qui s'est puni prisonnier. Et on la voit emmener un gamin dans le placard. Oui, mais alors, et c'est lui. À chaque fois, elle lui dit dis-moi la vérité, je veux savoir qui est mon père. Ok, tu veux savoir qui est ton père, bouge pas, je vais te montrer. Et donc elle l'amène en haut. Et donc forcément, il y a aussi le spectateur, la spectatrice va forcément se dire de prime abord. Elle peut se dire que l'adulte qui est en haut dans le placard, c'est pas quelque chose qui est fantasmé et que c'est véritablement quelqu'un qui a été séquestré pendant des années et des années. Non, je pense que c'est lui que l'on voit avant justement que sa mère emmène, qu'elle descend l'escalier, qu'elle dit tu es puni, tu vas en haut. C'est le lui en fait, et il le dit en fait, ce garçon en fait que l'on voit monter, c'est le lui qui n'a jamais réussi à être. Celui qui arrive à prendre le courage de demander à sa mère, parce qu'en fait, le gamin qui demande où est mon père, dans la vie de Beau, il ne l'a jamais fait. Oui, il se retient. Il le dit en fait. La vision que l'on voit de la baignoire, c'est lui qui n'a jamais osé poser toutes ces questions à sa mère. Oui, bien sûr. Il s'est énervé. Ouais. Donc ce gamin qui est en haut, c'est le gamin qui n'a jamais pu être. C'est pas un gamin, c'est un adulte. Non, mais c'est beau lui, c'est le même âge, c'est le parallèle. Parce qu'il a vieilli, tu vois. Il a vieilli. Parce qu'il est toujours il est resté enfermé dans le placard. Ouais, il aurait mis un gamin, ça aurait été très explicite à ce moment-là. On aurait compris que c'était le lui, quoi, en fait. Lui, il a juste gardé ce truc. Ça aurait été lui s'il avait complètement été. En fait, c'est le lui qui n'a jamais osé dire les choses. Je suis très sceptique. Il est enfermé. En fait, c'est le lui puni entre guillemets. Ouais, voilà. Qui du coup, moi ça m'a fait penser. Le lui qu'il a toujours eu peur d'être en fait. Voilà. Et du coup c'est pour ça qu'on le voit un peu complètement, je pense, squelettique, amorphe, qui est là. Et surtout le parallèle à côté, c'est qu'il y a cette bite géante. Oui, il y a une bite géante qui se défend avec des mandibules avec des pics. Et frustration à mort. Et on va parler, il y a deux références dans cette scène que je trouve assez flagrantes, mais on parlera juste après. Et justement, qu'elle dit, la vérité de ton père, c'est que c'est, au final, c'est... juste une paire de couilles. Oui, parce qu'en fait... Parce qu'il n'a servi qu'à ça. C'est juste une paire de couilles, parce que, en fait, ayant ce souffle au cœur, et qu'en fait, on apprend que son grand-père et son arrière-grand-père ont eu la même chose, et que justement, en fait, le père, c'est elle, en fait. Le père, c'est... Ouais, dans le sens où tu veux dire que... C'est la mère. Elle incarne les deux parents à elle-même, quoi. Mais du coup, elle ne peut pas substituer, justement, elle n'est pas hermaphrodite. Elle ne peut pas se substituer et s'auto-engrosser. Reproduire. Donc, du coup, forcément, son père, la vérité, c'est quoi? C'est juste une paire de couilles. Ouais. Bon, c'est vraiment le truc tellement... ultra pleine. Ouais, vraiment tellement grotesque. Il n'a jamais connu son père. Il y a une scène où sa mère lui explique comment est-ce qu'il a été créé, comment son père est mort, et elle explique bien, il est mort en jouissant en moi. En moi. Tu vois, en moi. Donc en fait, son père est devenu elle est devenue le père. Et lui n'est que, en fait, une... Ah, mais bon. Cette mise en scène quand même. Ouais. Non, mais là on est arrivé là on est dans le frontal, là on est dans le frontal à mort. Chose qui est... Oh ouais, mais c'est tellement... C'est parce qu'il n'a jamais connu... Et c'est hyper freudien, c'est hyper freudien. Mais oui, mais bon, quand même, on va pas se mentir. Enfin là, comme vous le disiez en préambule, on lui a laissé les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Mais ça, c'est du grotesque à l'état pur. Enfin, je veux dire, ça pour moi, c'est complètement... Enfin, c'est limite du rêve. C'est comme tes rêves qui sont illimités. Mais oui, mais il y a quand même moyen de faire autre chose qu'un truc aussi ridicule Peut-être qu'il est à son coup d'essai pour le moment. Mais
Je pense qu'il est encore en devenir, il est encore en Vous lui formation. pardonnez vachement de trucs, je On a trouve, beaucoup honnêtement. aimé les deux premiers. Comment Voilà. On a beaucoup aimé les deux Ah, mais premiers. moi j'ai adoré aussi les deux premiers. Là, je suis pas d'accord avec. Enfin, ouais, c'est vrai que je suis pas du tout d'accord Et avec dans vous. celui-ci, Et on moi, voit qu'il y a quand même Et des moi, choses. je trouve que cette scène-là, elle est absolument ratée. Enfin, c'est débile et c'est. Je veux dire, c'est quoi il voulait faire un moment un effet Luna Park dans son film. Enfin, c'est. On va aller dans le palais des glaces après et tout, et il y a le Bozo le clown qui va se pointer. Non, attends, moi j'ai trouvé vraiment ça mais ridicule et Ça fait partie des scènes qui sont en trop dans le et film. vraiment raté. Non, C'est c'est raté pas en quoi. trop, elles apportent un côté lynchien. En fait, Oui, c'est pas que mais c'est en ça trop, aurait mais- vraiment pu être mis en scène Là différemment. encore, c'est quoi. tiré aussi, quoi. non, mais Oh, oui, ça aurait pu être mis en scène différemment, bien sûr. ou alors il avait pas de thunes pour les décors, je ne sais pas. Oh non, je pense que ça a coûté cher. Mais Ouais, je en même pense temps, que- il y a ce côté très On va en parler. de fantasme visuel. Ouais. Mis à l'image. Mis en scène. Mis à l'image. Ah, mais bon, quand même quoi. Mais, Bon, soit. mais du coup, on va parler peut-être des deux petites références qu'il y a dans le grenier. Il y en a Mhm. une que tu as citée directement. Et qu'on a, enfin, Avec qu'on a- les mandibules, qu'on a trouvé tous les deux. Ouais. Que je The trouve, Thing. non, il y a un peu de Thing, ça aurait pu. mais c'est plus. Enfin, pour C'est nous, plus, ouais, pour c'était Starship Troopers parce qu'il y a un Ah. des soldats qui se fait Ah oui. exécuter par une bébête qui a une espèce qui est de le de cerveau pic comme ça, là. de Starship Troopers, enfin Ouais. des arachnides. Ouais. Et je trouve aussi qu'il y a une référence à un épisode des Simpsons, un Simpson Horror Show, où il y a le frère jumeau de Bart qui est enchaîné. Son jumeau pas Je sais pas plus comment il maléfique en s'appelle, par fait, contre. mais c'est caché par oui, les voilà. parents, ouais. Puis après, on sait plus à la fin qui Ouais. est le bon. Parce qu'en fait, il est le pas bon- si maléfique que ça, il peut en fait Ouais. s'intégrer à la Je sais plus comment il société. s'appelle d'ailleurs, comment il l'appelle. C'est pas Bart, mais. Fart. Fart. Mais, Ah, et moi, ça m'a fait. En fait, ce film m'a fait penser. Et d'ailleurs, on l'avait vu ensemble, ce film-là, et on l'avait pas du tout aimé. Police Academy. Et figure-toi que je l'ai revu récemment. Et j'ai adoré ce film. C'était Under the Les Silver Visiteuses. Lake. Ah oui, Les de Green, comment il s'appelle De celui qui a fait It Follows. Gordon Green, non c'est- Non, pas du tout. Non, c'est pas Gordon Green. Attends. On va vérifier. Enfin, Ça fait partie de ces films en fait qui apparemment moi j'avais pas accroché, et j'avais bien aimé mais on l'avait vu au cinéma. On l'avait vu au cinéma. On était sortis, on n'a pas compris. On n'a pas, ouais. Et figure-toi que je l'ai revu récemment et je l'ai adoré. Mais je pense que ça fait partie de ce genre de film qui Et demande en en fait à être revu et Et je trouvais, à l'époque, je trouvais qu'il était méga long, mais méga long, kilométrique. ben, très comment dire un peu surfait quoi des Et fois. très surfait, mais en même temps, en la revoyure, je lui ai donné une nouvelle chance. Et en fait, il passe, mais nickel. Et je trouve Ouais. que c'est un film sous-estimé, Under the Silver Lake. Pourtant, il y a Andrew Garfield que je déteste, mais qui est dedans. Et il est fantastique en étant un sublime paumé. Et je trouve qu'il y a ce côté paumé chez Joaquin Phoenix, un peu comme dans Inherent Vice. Ah oui, mais il est pas sublime. Hein. Ah, Non, moi, il est il pas- m'a il est pas saoulé. sublime, Hein. il est pas sublime. Oh. Mais c'est sa direction. Oui, je suis d'accord, mais il n'empêche que malgré tout, c'est vrai que son personnage en tant que tel, quand bien même il est bien campé, est quand même vraiment particulièrement irritant à la fin du film. Et mono-jeu. Oh, quoi. Il ouais. n'évolue. Enfin, c'est pas qu'il y a besoin d'évolution pour un film, pour un personnage, mais là, vraiment, je trouve qu'il a. Enfin, son évolution, c'est catastrophique. Et je trouve que même plus il prend de la place à l'écran, moins on a de l'empathie pour lui et moins il est présent. Parce qu'en fait, on reste bloqué sur ce côté de ce mec qui, au final, a toujours peur, est toujours bloqué, toujours dans la culpabilité. Même si je m'en fous, au final, qui surmonte tout ça à la fin. Enfin, il y a plein de films où les héros. Tu vois, enfin, la série Seinfeld, à la fin de 9 saisons, les mecs, ils ont rien appris. Et pourtant, les 9 saisons, c'est génial, tu vois. C'est une des meilleures séries de tous les temps. Et pourtant, ils n'ont rien appris. Alors que quand tu lis de comment écrire un scénario, c'est le premier truc, c'est faut que votre héros apprenne quelque chose. Je me permets juste une Vas-y, petite vas-y. incartade en parlant de Seinfeld. J'ai commencé une série qui, je pense, va m'amener aussi un petit peu à ça. C'est Always Sunny in Philadelphia. Mec, cette série, J'ai commencé la première saison, je suis déjà pété de rire. écoute, pété de quand rire. Danny DeVito va arriver, Saison 2, ouais, je sais. saison 2, la Apparemment, ça va saison 3, upgrader, ça va il y a- upgrader. il y a un épisode, je te le tease, qui s'appelle juste Who Poop the Bed. Ah, yes. Je Déjà, dis juste le titre de l'épisode, je dis rien de plus de ce qui se passe, mais c'est du génie. Mais déjà, les deux premiers épisodes, si tu l'as jamais vu, moi, ça fait longtemps qu'on m'en parle et que. Enfin, J'ai j'en pas entends encore parler. vu, non.
Et c'est vraiment. C'est pas du tout connu en Europe. Non, c'est vraiment très américain. C'est quoi? Ça fait 16 ou 17 saisons. Hein. Peut-être bien, ils ont commencé en 2005. Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Et le premier épisode, déjà, quand tu vois le titre, les amis découvrent qu'ils sont racistes. Tu te dis comment ça part et que ça part en couille totale. C'est génial. C'est génial. Ils parlent de tout. Charlie dedans. Ouais, Charlie. Et Danny DeVito est exceptionnel. Il y a un épisode où ils acceptent des jeunes pour boire dans leur bar. Celui-là, il est hyper tendancieux. On s'écarte de la conversation. Mais dans la série, je pense pas que non plus niveau moralité, ils vont. Non, mais en fait, en gros, c'est ça. Et donc, du coup, comme tu dis si bien, Mathieu, Joaquin Phoenix, il en devient chiant. Quoi. Non. Et alors, il y a aussi un élément, et moi, c'est un peu la seule chose aussi qui m'a un petit peu sauté aux yeux quand même, et qui est récurrent, je trouve, en tout cas par rapport à Midsommar, c'est quand même la présence des drogues et des pills quand même à foison. Hein. Ça y va vraiment à gogo. On sent que le gars dans sa vie, il a dû avoir des traitements, il a dû être sûr. Ouais, mais c'est vrai que ça pose quand même, je trouve que ça pose quand même question, quoi, de voir son rapport à ça, et finalement à ça et à n'importe quoi. Il y a quand même comment une fille qui décide finalement de se suicider en avalant de la peinture, je pense, qui n'est pas comestible, hein, ça c'est une certitude. Ne faites pas bouche les artères, voilà. Ne faites pas ça chez vous. Mais on se dit donc il y a des gens qui sont assez malheureux pour s'imaginer faire ça et puis voir un petit peu ce que ça fait. Alors elle cherche à se défoncer en faisant ça. En fait, finalement, elle est paumée cette famille. Ouais. Donc, oui, puis elle fait un espèce de chantage aussi, un chantage au viol, entre guillemets, quoi. Et cette famille-là que l'on découvre dans l'acte 2, parce que voilà, le premier acte, comme tu disais, JB, c'est la ville où il s'échappe. Troisième acte, c'est la forêt. Le deuxième acte, c'est la maison avec le 1. Le troisième acte, c'est la forêt, la compagnie de théâtre. Avec cette mise en abîme, bien sûr. Cette mise en abîme qui est trop. Alors au début, j'étais trop in your face. Non, mais trop in your face, trop obvious, trop évidente, c'est vraiment la mise en abîme du film dans le film, de l'histoire dans l'histoire. Mais qui débouche sur une scène finale très drôle. Ouais. Mais qui était attendue. Si. Moi, je trouve que le mix avec les décors de théâtre et d'animation, etc., c'était quand même bien pensé. Les dessins, moi, je trouvais ça vraiment super. L'histoire de comment c'est raconté, comment l'histoire est racontée est excellente par contre. Mais la fin, probablement des meilleurs trucs. Moi, j'ai trouvé, tu vois, autant c'est ça que j'adore dans les remasters, c'est que quand le film commence, je sais jamais prédire qu'est-ce qui va se passer après. Là, tu l'avais vu venir, la petite répartie de fin? Le final où il y a Denis Ménochet qui vient, qui bute tout le monde. Non. Là, moi, je parle de la partie théâtre où en fait, quand il se lève et qu'il est tout vieux et qu'il est avec ses 3 fils et qu'ils sont là. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on t'attend et tout. Mais oui, mais c'est parce que voilà. Et il faut savoir qu'on a tellement été précautieux et tout ça que je n'ai jamais rien fait avec votre mère. Et là, bref. Cette scène est géniale. Qu'est-ce que c'était relou comme moment. Ça dure 10 minutes, allez, c'est bon. Mais justement, je sais pas, c'est tellement mielleux. Ça fait très sortez les violons à fond les ballons. Ouais, mais justement, c'est intéressant parce que dans l'histoire, donc qui est une partie de dessin animé qui est vraiment très bien foutue, je trouve, vraiment, où là, vraiment, c'est obvious le Magicien d'Oz. T'as le chemin comme ça... Vraiment, même les gens dans le décor du théâtre, t'as un homme, t'as un tin man, quoi, t'as un homme conserve, quoi. Enfin, je vois exactement. Oui, il y en a un dans la. Alice au Pays des Merveilles aussi, je trouve un petit peu. Oui, perd un petit peu à travers les drogues. Psychédéliques. Ouais, mais il veut pas les prendre. Enfin, on l'oblige à les prendre plus que la plupart du temps. C'est le psychiatre qui lui dit. Les cachetons, c'est les filles qui lui font fumer dans la voiture et tout. Le premier cacheton, il a failli mourir quand même. Le médecin le psy, qui est complètement fou, lui prévient quand même que c'est dangereux quand même. Il le prend quand même de lui-même, quoi. Donc, oui, non, c'est vrai. Mais autant, tu vois, c'est vrai qu'effectivement, il y a un truc qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que donc c'est raconté en fait, c'est raconté d'une façon où c'est marrant parce qu'elle parle au passé et l'histoire est au présent. Et donc du coup, elle raconte un peu genre non, c'est plutôt l'histoire. Enfin, je suis désolé, c'est très. Non, en fait, elle lui raconte c'est un film bordélique. Elle lui raconte son futur, en fait. Elle raconte le futur, voilà, c'est ça. Elle raconte sa vie qui va arriver. Mais au présent, et donc du coup tu vois les choses, et donc tu vas devenir tu vas te créer tu vas arriver à un village qui est magnifique, tu vas faire ci, et à chaque fois on le voit, et c'est très intéressant narrativement. On revient à Midsommar, complètement. Et à un moment il y a quand même, tu vas trouver une femme, tu vas lui faire l'amour, elle n'a pas de visage d'ailleurs.
Elle a pas de visage, mais à des moments, elle a un visage qui ressemble vachement à sa mère. Hein. Oui, mais en fait, c'est un mix de plusieurs visages. Il y a le visage aussi de Hélène, c'est ça? La femme dont il est amoureux. Très mal géré, ça c'est très mal géré. La fille, en fait, dont il est amoureux, en fait, parce que tu comprends qu'il l'a jamais revue depuis qu'il a 13 ans, en fait. C'est ça, quoi. Qui est très pathétique. Tu sens aussi que c'est une personne complètement pathétique. Parce qu'il est puceau par le fait de la condition de son père, la maladie de son père, mais en même temps, tu sens qu'il est complètement inadapté parce que sa mère l'a couvé. Complètement. Complètement. Il y a les rapports sociaux, déjà quand il est enfant, 13 ans, avec la jeune fille adolescente, là, c'est un robot. D'ailleurs, ce personnage-là qui joue l'enfant, je ne trouvais pas, tout son visage, j'ai constamment l'impression que c'est un effet spécial numérique pendant tout le film, en fait. Je crois qu'il y a un espèce de deepfake qui ressemble à. C'est dingue, hein. Il y a un deepfake. Je me suis posé la question, effectivement, aussi, ouais. Au niveau des yeux. Ouais, parce que là, il y a un mimétisme qui était vraiment très fort. Il y a quelque chose de très. Très irréel, Uncanny Valley. Ouais, on y est un petit peu, c'est quoi. exactement ça, l'Uncanny Valley. La vallée de l'étrange. On y est complètement. Et non, en parlant des scènes justement qui vont un petit peu expliquer, qui vont un peu nous montrer ce qui va se passer, t'as aussi la scène dans la maison où la mère, ça j'ai pas très bien compris d'ailleurs, j'y réfléchirai. La mère, sa mère de substitution, qui lui dit Canal 78. Tu sais, il y a une caméra. Et là, il met une caméra avec la télécommande, il fait un recul. Tout cet arc est assez bizarre. Et là, il met avance rapide. Ouais. Et parce que je pense qu'en fait, il voyage dans le temps, du coup, quand il fait ça, quoi. Oui. Mais du coup, ça rejoint ta théorie, moi, je trouve. Là, j'ai cru que c'était un peu funny game, d'ailleurs. Mais moi, je rejoins ta théorie en ce moment où c'est dans sa tête. Mais pour moi, c'est une psychothérapie, enfin, c'est une séance de psychothérapie qu'on voit. Mais moi, je pense que c'est surtout le contrôle de sa mère, quoi. C'est toujours jouer sur la culpabilité et que c'est sa mère qui le contrôle et que c'est une visualisation de ça, en fait. Mais d'ailleurs, c'est évident que sa mère contrôle tout depuis le début, puisqu'à la fin, quand il vient à l'enterrement et qu'il descend les escaliers, il regarde les photos de famille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une photo de lui qui apprend la mort de sa mère au téléphone. Ah putain, ça j'ai pas capté ça. À la fin, quand il descend l'escalier en colimaçon, il voit des photos de lui avec sa mère, jeune, qu'on a vu précédemment et tout ça. Et il descend, et la dernière photo, on le voit lui debout, donc c'est une sorte de photo prise en hauteur, et on le voit lui dans son appartement qui apprend la scène où il apprend au téléphone la mort de sa mère. Ah putain. Ça m'a échappé ça. Putain, donc en fait ça veut dire que sa mère a tout manigancé. Donc en fait, de toute façon, elle avait manigancé sa mort. Pour le faire culpabiliser. Donc elle a tout manigancé, des caméras partout, quoi. Donc elle est suivie, et elle le suit dès le début. Et justement, l'élément perturbateur. Et ça ferait le lien avec du coup les employés, la famille employée partout, qui sont employés de sa mère, quoi. Ouais. Putain, c'est Truman Show, quoi. Clairement. Mais l'élément perturbateur, c'est dans la famille, c'est l'ado, quoi. La fille. La fille, ouais, qui est jalouse. Oui, qui est jalouse et qui est complètement tarée. Oubliée par ses parents, quoi, en fait. Elle est complètement oubliée par ses parents et du coup, elle est malheureuse et le seul moyen de s'exprimer, c'est de faire de la merde. Et qui a de nouveau un physique étrange. Tu trouves? Elle a un physique... Parce qu'en fait, elle paraît jeune, mais je crois qu'elle n'est pas si jeune que ça. Mais un peu comme la fille dans Hérédité. Ah, ouais, d'accord, ok. Et j'ai même cru que c'était la même actrice, d'ailleurs. D'ailleurs, pour revenir tout à l'heure dans ce là c'est David Robert Mitchell. Voilà. Mais c'est parce que c'est David Gordon Green que tu avais en tête. Qui a fait La cabane dans les bois. Non, La cabane dans les bois. Non, c'est Cabin in the Woods, c'est... putain, j'ai un trou de mémoire maintenant. C'est Drew Goddard. Drew Goddard, putain, mais oui, bien sûr. Excellent film d'ailleurs, Cabin in the Woods. Bon divertissement. Très méta et vraiment excellent, très jouissif. Mais, et donc du coup, la troisième partie, la forêt, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la forêt avec la compagnie de théâtre? Moi, c'était... 19 ans là, c'était pas dérangeant, même si c'était complètement fucked up dans le film, quoi. Tu me dis, ok, le gars il est poursuivi par un mec qui veut lui faire la peau, il trouve refuge de façon complètement inattendue dans cette forêt. Alors bien sûr, ça. Maintenant, quand on fait un petit peu le bilan, quand on est en train d'en parler là, oui, effectivement, ça tout se tient si on estime qu'on est un peu dans sa tête, quoi. En l'occurrence, moi, c'est pas
Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur cette partie-là, c'est le côté décor. Comment il a vraiment joué avec ça. Comment que ce soit moi, je ne sais pas comment ça a été réalisé, mais ça me donnait vraiment l'impression qu'il y avait des décors papier mâché, carton, bref, qui avaient été utilisés. Effectivement. Et c'est vrai que il y avait ce côté, un petit peu genre entre guillemets artisanal comme ça qui était utilisé, qui rendait bien. Mais au-delà de ça, non, moi c'est pas, la rencontre où il retrouve ses fils. Mais qu'est-ce que c'était. Il y a un effet très beau, je trouvais, dans la déco, c'est quand il découvre le village où il va vivre, en fait. Il y a cet effet des maisons un peu éloignées, mais en carton-pâte, et à un moment, elle se rapproche, il y a des gens, tu vois qu'il y a des gens dedans, en fait, qui bougent, mais c'est tout petit, après ça devient grand. Enfin, il y a des perspectives et une échelle où tout est mélangé, tout est un peu confus, et c'est vraiment, t'es un peu perdu. J'ai l'impression que c'est genre comme une maison de poupées, un peu comme maison ça. Maison de poupées, qui d'un coup se bougent un petit peu, et deviennent des vraies maisons. Enfin, c'est l'effet, ce serait intéressant un petit peu à regarder comment ça a été fait, mais très impressionnant. Très stylé et très appréciable en fait. Ça, c'est le côté Fellini, c'est le côté bordel, c'est le côté théâtre dans le théâtre en fait. Ouais, mise en abîme, effectivement. Ouais. On a placé Fellini, quoi. Oui, il l'a placé deux fois. Deux fois. Mais parce que c'est ce côté-là qui m'a sauté aux yeux, quoi. Vraiment. J'ai regardé le budget du film. On est à 35 millions de dollars. J'avais 25, moi. Ah, moi j'ai vu. Là, sur IMDb, c'est 35 le budget. Et t'as vu le box-office par contre ? On est à 10, même pas 10. Ah, j'étais à 9. Bah, dis donc, je suis tout en bas, moi. Hein. Ah ouais, donc pour l'instant, ils rentrent pas dans leurs frais. Du tout. Mais il va faire une Robert Eggert avec Northman, quoi. C'est encore différent parce que là, autant. Northman, c'était très mauvais. Toi, t'avais pas aimé, oui. Oui. Mais je pense qu'il y avait. Non, parce que là, je pense il a décontenancé le public. Et c'est un film qui est très, très spécial, très expérimental, très décontenançant, vu la carrière des deux précédents films. Un peu comme ce qui s'est passé avec Under the Silver Lake et avant It Follows, où justement, tu t'attendais. Le problème, c'est que le bouche à oreille, je pense, c'est très mauvais parce que tout le monde s'attendait à un film d'horreur. Et là, on a un film introspectif. Et lui, il l'a vendu un peu comme un film d'horreur, puisqu'il en parle comme un cauchemar. Mais un cauchemar. Oui, mais du coup, venant d'Ari Aster, tu peux te dire que s'il qualifie son film de cauchemardesque, tu vas te dire « Ah, on est bien parti, quoi ». Et effectivement, c'est cauchemardesque, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ok. Mais après, ça décontenance. Juste, je rebondis là-dessus. Ça y est. Quelle blague. Alors là, vous l'avez pas vu, donc il a sautillé sur son siège. Voilà, pour je vais juste rebondir. Quand ce mec est vraiment trop drôle. Il a décontenancé. Il a décontenancé un peu le public, mais est-ce que c'est pas non plus ce qu'on attend un peu d'un réalisateur et d'un auteur, quoi, du coup, un peu de pas rester dans la même voie et du coup un peu de surprendre son spectateur par rapport à ça. Ah bah là, c'est sûr qu'on va être décontenancé. On passe à 3 heures de film avec des moments d'une lenteur, je veux dire, affligeante. Ouais, mais justement, il décontenance sur ces principes-là et pas vraiment sur ces thèmes. Alors tu vois, par exemple, je veux pas comparer Ari Aster avec Stanley Kubrick, mais Stanley Kubrick, par exemple, il a jamais fait 2 fois le même film. Chacun de ses films sont des thèmes différents. La guerre, la conquête spatiale, Barry Lyndon, des choses comme ça, tu vois, les Shining, les films d'horreur, à chaque fois, chacun de ces films ont tout le temps été un thème, une expérience, quelque chose de différent, mais avec son style. Là, lui, justement, il essaye un peu comme décontenancé, mais par contre, il s'éloigne pas assez, en fait, il reste trop dans ce qu'il sait faire, tout en y rajoutant des choses, mais ça reste lui, en fait. Enfin, ça reste lui, non, c'est bien que ça reste lui, mais on s'y retrouve pas. C'est ça la différence. On s'y retrouve pas. Ok, bah voilà, on arrive à la fin de la partie avec spoiler. Dernière rubrique, Mathieu, puis après on arrête. Oui. Alors moi déjà, je voulais juste dire pour les fringues, parce que j'ai été attentif à ça. Toujours les fringues. Toujours les fringues. Mathieu, le point. Alors il y a un moment, je me suis dit, putain, en fait, il va avoir tout le temps son pyjama avec son nom, tu vois, inscrit sur la petite poche. Ouais. C'était il y avait oui. Ah, il y a des comme un prisonnier. Ça. Ouais. En fait, et ça m'a surpris parce que du coup, il arrive dans la famille qui le récupère, qui l'accueille aussi, qui l'a déglingué, c'est vrai. D'ailleurs, et il a un pyjama qui est déjà brodé à son nom. Je me dis c'est la famille de Psycho, tu les comprends. Ouais. Et moi, je me demandais. Donc, dans la nuit, tu vois, la fille, elle a. Comment il s'appelle Beau. Ah, vas-y, attends, j'ai fait un petit coup de couture, j'ai brodé son nom. Vous y avez cru à cette famille, vous ? Moi, pendant tout le temps, j'ai cru que c'était des voleurs, en fait. Elle est très fake. Pourquoi ? Parce qu'à cause du camion, en fait, dans la maison, il y a un cul de camion qui ressort d'un des murs. Et pour moi, c'était la camionnette, en fait, dans laquelle ils sont plantés. Mais oui, carrément. Joaquin Phoenix. Et je pensais qu'ils avaient, en fait, dévalisé cette maison
Un peu à la Rouge Mécanique, en fait. Ils étaient rentrés dans la maison avec ce camion et en fait, ils ont envahi la maison, quoi. Et on allait découvrir à un moment, en fait, que les propriétaires étaient morts et que eux, c'est des gros tarés, en fait. Ils sont passés pour des chirurgiens et des gens. Surtout que leur couple n'existe pas. Non, ils sont flippants à souhait, quoi. Et donc, je m'attendais à un truc comme ça qui ne vient jamais, hein, forcément, Lester. Mais. Et donc, moi, j'ai cru qu'il allait garder son pyjama tout le film en mode ah, ok, c'est comme ça, ça va être. Et en fait, non. Il se change un petit peu vite fait. Il est à poil de temps à autre et tout. Bon, voilà. Bon, donc, c'est pas. Je dirais que c'est pas fabuleux au niveau de ses costumes, hein. Mais moi, ça m'aurait plu qu'il reste en pyjama tout le film. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, ça, c'était le dernier point. Ouais. Moi, j'avais juste une petite pensée quand même pour Denis Ménochet. Mention spéciale pour Denis Ménochet dans ce film. C'est tout, voilà. C'est tout. Si, quand même, il était bien. Donc, l'erratum complementarum par rapport au film précédent que vous avez fait où je n'étais pas présent. Les trois mousquetaires d'Artagnan. 2 points d'Artagnan. Il n'y a pas eu grand-chose à redire, à part jusqu'à la 25e minute, vous parliez de Gérard Depardieu vous n'étiez pas sûr qu'il avait joué dans Le Masque de Fer et quelqu'un dans le public, je suppose que c'est ton frère, oui, a dit non, il n'est pas dedans. Du coup, vous en avez conclu qu'il n'était pas dedans. Si, Gérard Depardieu est bien dans Le Masque de Fer. D'accord. Avec Gabriel Byrne et Leonardo DiCaprio et John Malkovich et tout Jeremy Irons aussi. Et Jeremy Irons, il joue pas le cardinal, un truc comme ça. Possible. John Malkovich qui joue un des. Malkovich. Qui veut la peau de John Malkovich. À 34 minutes, vous avez une réflexion par rapport à l'arrivée de D'Artagnan à Paris. Oui. Qui est un peu fictionnel à fond, où il se fait attaquer par la garde, je sais pas qui en fait, les complotistes, je crois, un petit peu. Non, je crois que c'est les mousquetaires eux-mêmes, non? Il se fait tirer dessus, il est enterré, il est considéré comme mort et sauvé par sa Bible. Avant, ouais. Ça, ce n'est pas dans le livre. C'est pas dans le bouquin, c'est pas dans le bouquin, ça c'est une réinterprétation. C'était très mauvais. Très mauvais. Et par contre, il y a une théorie qu'il faudrait qu'on exploite, qui a l'air intéressante, que je ne sais pas. Apparemment, dans le film, le frère de Athos fait partie du complot, les complotistes. Ouais, ah pardon, je te remerde juste au moment où tu parles. Et ça non plus, c'est pas sûr que ce soit dans le livre non plus. Ça, il faudrait, mais j'ai pas eu le temps de checker ça. Mais ça tu n'as pas relu Les Trois Mousquetaires de Dumas ? J'ai pas eu le temps de le relire. J'ai pas eu le temps de relire ceci. Et au niveau des autres différences entre le livre et le film, c'est la bisexualité de Porthos. Oui. En fait, dans le film, elle est complètement explicite, alors que dans le livre, elle est très implicite. Là, dans le film, tu sens que c'est un sujet qu'ils ont vraiment exploité. C'est le côté woke de l'époque moderne. Exact. Voilà. Exact. Au niveau du complémentarum, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au film ? On en parlait tout à l'heure, le budget. Le budget et le box-office, les pépettes qu'il a fait, donc il ne se rentabilise pas pour le moment, ce film. Et il arrive un petit peu... Et là, il est à 26 millions. 26 millions pour un budget de 36. Et en entrée, tu disais avant je pense qu'il était à un peu plus de 2 millions, un truc comme ça. Pas succès critique. Pas succès populaire. Pardon. Non, la critique, ça va. Mais non, ça, il rentre pas dans ses frais. On verra bien avec le Milady qui va arriver fin d'année. S'il retombe sur ses pattes, peut-être qu'avec... on verra bien. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'ai pris des notes. Excusez-moi, messieurs, j'arrive pas à me relire. Ah oui, juste aussi une particularité, je voulais le préciser. Il y avait un public ce jour-là. Oui. Il y a une intervenante qui vient... qui vient ici, oui. Qui vient parler au micro. Oui, tout à fait. On n'a pas le droit de dire qui c'est. On n'a pas le droit de dire qui c'est ? D'accord. Ok, bah dans ces cas-là, on le dira pas là. Voilà. Respectons son intimité. Elle voulait, d'accord, ok. Non, et aussi la particularité du film, c'est que ça, je ne savais pas. Petit bâtard. Je te respecte, je ne dis rien. Et le tournage, en fait, je ne savais pas, mais ce film-là, en fait, les deux films ont été tournés en même temps. Oui, parallèle. Moi, ça me paraissait obvious. Ah, en même temps ? Oui, c'est-à-dire qu'il faisait une scène pour le film 1 et dans la même journée, après, il pouvait aller partir pour faire une scène pour le film 2. Moi, ça me paraissait évident, vu que la date de sortie aussi est rapprochée. Ah, d'accord. Évident. Ah, d'accord. Je m'en doutais pas. Et pour des principes pour optimiser le temps et la thune, ils avaient deux équipes différentes. Okay. Une équipe pour le premier film, une équipe pour le deuxième film. Par contre, les acteurs, c'était les mêmes, donc à chaque fois, ça devait un peu courir. Et ils ont vraiment tourné en France ou oui, ça a été fait. Ah putain, tu me poses une colle, j'ai même pas été voir ça. Merde. Ça sera un erratum pour la prochaine fois ? Voilà, exactement. On peut dire ça ? On peut dire ça. Hein ? D'accord. Allez, ça passe. Ok, ça passe. Ça passe. Il était un peu nul celui-ci. Mais bon, voilà. Ok. Bah, merci les gars. Les recos.
Bon, en fait, Avec grand plaisir. vous en avez pas? Moi, j'ai une reco que j'ai pas encore commencé à regarder, mais j'ai vraiment envie de voir. Mais c'est l'adaptation du bouquin Silo de Hugo Week qui est dispo sur Apple TV, que je viens juste de voir popper. Et j'ai absolument envie de voir. Eh ben, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ah, J'ai commencé 3 premiers épisodes. Ok. Et j'attends. Pour le moment, c'est accrocheur, mais j'attends. J'avais adoré les bouquins, vraiment. C'est vraiment très bien. C'était une de mes recos. Et aussi, actuellement sur Netflix, il y a le film Aka, avec Alban Lenoir. Et c'est pas mal. Des mecs qui ont fait Balle perdue. Alors toi, je sais, j'ai dit que c'était pas vraiment... Alors là... Si vous avez envie de vous faire une soirée bourrin, allez voir ce film. Alban Lenoir, c'est devenu un monstre. Ça serait pas étonnant qu'il soit dans les prochains Expandables. Le mec a pris en masse et c'est une brute dans le film. Incroyable. All right. Et avec un Eric Cantona qui joue un parrain de la mafia. Ah oui, ok. Pas mal. Tout un programme. Putain, acteur. Putain, un fils. Et je profite pour une une reco que j'ai écouté d'un podcast qui s'appelle Discordia avec de François Co, un critique de Mad Movies. Et ils ont fait une rétro Jean-Marie Poiré et ils ont eu une formule que je trouvais géniale. C'est que ils ont dit que Jean-Marie Poiré était le chaînon manquant entre Tsou Hark et Michael Bay. Et moi je trouve que rien que pour ça, voilà, je devais le citer. La beauté. C'est quoi le Michael Bay? C'est à cause de la Totale et du coup True Lies de James Cameron pour le côté un peu foufou? Non, True Lies c'est... c'est James Cameron? Oui, mais la Totale c'est Claude. Ah, c'est Zidi. Oh là là, autant pour moi. Jean-Marie Poiré, c'est Les Visiteurs. Les Visiteurs, c'est... Autant pour moi. Et sinon, c'est Opération Cornet Beef. J'adorais ça. J'avais la VHS de Petit, je l'ai vu un paquet de fois, ce film aussi. Non, Poiré, c'est plein de choses, mais ce n'est pas la Totale. Non, effectivement, autant pour moi. Ok. Mais Jean-Marie Poiré, c'est un grand, effectivement. J'irai pas jusque-là, mais gamin, j'aime beaucoup Poiré. Bah, il a fait une sorte. Il a fait Papy fait la résistance. Hein. Papy fait de la résistance. Mais il a fait toute son l'équipe retour. Du Splendide, quoi. Il a fait l'équivalent de Retour vers le futur, mais avec Les Visiteurs, à la française, quoi. Carrément. Donc, Ah ouais, avec les magnifiques et horribles Jean Reno et Christian Clavier qui arrêtaient pas de se foutre de la gueule de Valérie Lemercier, qui leur aura cloué le bec puisqu'elle remportera le César de la meilleure actrice. Ah bah ça, je ne savais pas. Ça, ah oui, ils ont été odieux ils ont vraiment été odieux sur le plateau. Ouais. Ça sent un peu. C'est pour ça qu'elle est partie d'ailleurs. D'ailleurs, malheureusement, Les Visiteurs 2 que je trouve fantastique, incroyable, mais le problème c'est Muriel Robin qui essaie de faire du sous le Mercier. Non mais Muriel Robin, mais tout est raté. Enfin, je veux dire, non, le 2 est intéressant. Le mari est toujours drôle. Le 2 est intéressant. Et c'est en roue libre. Il faut voir ça comme un enchaînement de débilité. Ouais, avec Clavier qui fait haut bas quand il est au garage. Oui, non, mais c'est toi qui m'as envoyé une parodie des Visiteurs, mais version historique. Oui, je préfère voir Opération Cobra avec ce cher Philippe. Et donc il existe un montage d'une version sérieuse, on va dire film d'auteur sur Les Visiteurs 3. Ils ont réussi à le faire. Et franchement, l'abandon, c'est... Attends, Les Visiteurs 3, c'est celui aux États-Unis. Hein. Non, c'est Just Visiting. C'est hors. Il rentre pas dans la saga officielle. Il rentre pas dans le canon. Ah putain, d'accord. Il s'appelle Just Visiting. Il y a quand même Christina Applegate qui joue dedans, la fille de Marie et 2 enfants. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai vu au cinéma. Pour ça que j'ai été le voir aussi à la télé. Malheureusement. Donc voilà. Et si vous voulez voir un truc drôle par rapport à Christian Clavier, vous allez vous mater toutes ces affiches de films depuis les 10 dernières années, voire les 20 dernières années. C'est quasiment tout le temps les mêmes. Entre Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, À bras ouverts, enfin tout le temps des films. La soif de l'or. Non mais ça c'est plus vieux ça. 95, Gérard Houry. C'est l'avant-dernier film de Gérard Houry. C'est vrai ? Ouais. Gérard Houry, c'est quand même La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, le professionnel. Non, pas le professionnel. Attends, c'est mauvais, hein. C'est pas bon, hein. C'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse, hein. La choucroute. Non. La poule au pot. La poule au pot. C'est dégueulasse. Hein. Et attends, je tape juste Gérard Houry parce que je veux juste voir. Parce que le professionnel, j'ai peut-être dit une grosse connerie. Du Cornio, bien sûr. Hein. Mais L'As des As. Voilà, c'est L'As des As avec Bébel. C'est celui où il pas le professionnel, meurt à la fin. L'As des As. Non, c'est lequel où Belmondo meurt à la fin. Le professionnel. Professionnel. Avec Charles Bronson.
super fin. Ouais. Très osé pour Et un film musique français à cette époque-là. fantastique Le aussi. Morricone, hein. De Ennio Morricone. Ouais. Et d'ailleurs, un super documentaire sur Ennio Morricone qui s'appelle tout simplement Ennio. Magnifique. Et qui est pas passé au cinéma l'année dernière. Si possible, ouais. On va jamais finir ce podcast. Oui, mais voilà, on va finir. Bon, Allez, les recos, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Mathieu, d'être venu. avec et grand d'avoir, plaisir. subi ces 3 heures. Mais Merci oui, de t'être mais laissé je faire suis avoir, solidaire avec mes amis. Cet enregistrement avec nous après. Voilà. Ah bon, quand même, que t'étais agréablement surpris quand t'as appris quel film t'allais voir. Ah, il était chaud, il était chaud patate. Absolument, j'étais trop over the top. Et puis ensuite, j'ai été over the down. Et voilà. Over the Down. Over the Ça ferait une très belle chanson de Bruce Springsteen. Putain. Rain, rain, over the down. Bref. Bon, allez, on arrête, je crois. Ciao, ciao tout le monde, merci. À très vite. Ciao. On revient très vite avec un podcast surprise. Oui, J'en dis pas plus. Top. Allez, on vous aime. À très vite. ciao.